Le licenciement collectif en Suisse, rien que les mots, ça peut faire un peu peur, qu'on soit employeur ou employé. C'est une situation qui est souvent lourde, chargée d'émotions, mais c'est aussi et surtout un processus juridique hyper strict. Alors on va décortiquer ensemble ce cadre légal qui cherche à trouver un équilibre. Un équilibre assez délicat entre les besoins de l'entreprise et la protection des salariés. Mais alors, la grande question c'est à quel moment est-ce qu'une série de licenciements bascule et devient officiellement un licenciement collectif? Parce que ce n'est pas juste une impression, un grand nombre de départs. Non, comme on va le voir, la loi suisse est très précise. Elle a fixé des seuils, des chiffres clairs, et une fois qu'on les dépasse, ça déclenche toute une cascade d'obligations pour l'employeur. Bon, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir le terrain. Quels sont les chiffres qui comptent? Ensuite, on va plonger dans les détails, parce que c'est souvent là que tout se joue. Après ça, on décortiquera la procédure légale, vraiment étape par étape. On parlera des droits des employés et des risques pour l'employeur si les règles ne sont pas suivies. Et on finira sur un outil super important, le plan social. C'est parti. Allez, on commence par la base, définir le terrain de jeu. En droit suisse, tout part des chiffres. Avant même de parler de consultation ou de droit, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on est bien dans le cadre d'un licenciement collectif? Et pour le savoir, il y a des seuils très clairs à connaître. Alors voilà, ça c'est la grille de lecture officielle. Elle sort tout droit du Code des obligations. Comme on le voit, les seuils changent en fonction de la taille de ce qu'on appelle l'établissement. Pour une structure qui a entre 21 et 99 employés, il suffit de 10 licenciements sur 30 jours pour que la procédure s'enclenche. Pour une taille moyenne, on passe à un pourcentage, au moins 10%. Et pour les plus grandes, celles de plus de 300 personnes, on revient à un chiffre fixe, 30. C'est un système progressif en fait, pour que la protection soit adaptée à l'impact social. Mais attention, il y a un détail absolument crucial ici. Ces chiffres, ce calcul, ça ne concerne que les licenciements pour des raisons qu'on appelle économiques, techniques ou organisationnelles. En clair, si quelqu'un est renvoyé pour une faute grave ou parce que son travail ne convient pas, eh bien cette personne ne rentre pas dans le décompte. La loi se concentre vraiment sur les licenciements qui ne sont pas liés à la personne de l'employé. On attaque la deuxième partie et là, on va voir que le diable se cache vraiment dans les détails. On a les chiffres, on pourrait croire que c'est simple, mais en fait c'est juste le début. Maintenant, il faut comprendre qui, quoi et où ça compte exactement. C'est là que les définitions légales et les décisions des tribunaux entrent en jeu, et croyez-moi, ça peut tout changer. Regardons ça de plus près. Qu'est-ce qui est vraiment un licenciement dans ce calcul? Bien sûr, une résiliation classique de l'employeur, ça compte. Mais il y a aussi le congé modification, ou Änderungskündigung en allemand. C'est quand on est licencié, mais qu'on nous propose en même temps un nouveau contrat, souvent avec de moins bonnes conditions. Eh bien ça compte. En revanche, si on signe une rupture d'un commun accord, ou si un contrat à durée déterminée arrive simplement à sa fin, ça ne rentre pas dans le calcul. Maintenant, attention, on touche à une notion absolument fondamentale, le Betrieb, ou l'établissement en français. Les fameux seuils qu'on a vus tout à l'heure, ils ne s'appliquent pas à toute l'entreprise, mais bien à chaque établissement. Et un établissement, c'est quoi? C'est une unité de travail qui a une certaine autonomie, avec son propre personnel, ses ressources. Par exemple, une grande banque peut avoir des dizaines d'établissements différents, même dans la même ville. Chaque grande agence peut en être un. Et pour bien comprendre ce concept, il y a un cas d'école parfait, celui de la Poste suisse. Le tribunal fédéral a dû trancher et a considéré qu'un simple office de poste pouvait être un établissement à lui tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si 10 personnes sont licenciées dans une grande filiale qui en compte 50, eh bien même si la Poste emploie des milliers de personnes en Suisse, la procédure de licenciement collectif est déclenchée pour cette filiale en particulier. Troisième partie. Maintenant qu'on sait à peu près quand on parle de licenciement collectif, voyons comment ça doit se passer. Parce qu'une fois que tous les critères sont remplis, l'employeur ne peut plus faire ce qu'il veut. Pas du tout. Il doit suivre un chemin très balisé, une série d'étapes obligatoires pour que tout soit fait dans les règles. Le processus, c'est comme un triptyque en 3 temps, et l'ordre est absolument crucial. 1. Informer. 2. Consulter. 3. Notifier. D'abord, l'employeur doit informer les employés par écrit. Ensuite, il doit les consulter, c'est-à-dire leur donner une chance de faire des propositions, et c'est seulement après tout ça qu'il peut notifier les autorités cantonales. On ne peut sauter aucune étape et on ne peut pas inverser l'ordre. L'étape 1, l'information. Ce n'est pas juste une petite note de service. C'est un document écrit qui doit être très complet et transparent. Il doit expliquer clairement le pourquoi du comment, les raisons, le nombre de personnes concernées, le nombre total d'employés dans l'établissement et sur quelle période les licenciements vont avoir lieu. Sans ces infos claires sur la table, la consultation qui suit ne peut pas se faire correctement. C'est la base de tout. Et là, on arrive au cœur du réacteur, la consultation. Ce n'est pas juste une discussion pour la forme, histoire de dire qu'on a parlé, non.
Le tribunal fédéral a été très clair là-dessus. L'employeur est obligé d'examiner sérieusement les propositions. Ça veut dire que si les employés ou leurs représentants proposent des alternatives, comme du chômage partiel, des baisses de salaire temporaires, bref, n'importe quoi pour éviter les licenciements, l'employeur doit les étudier et y répondre de manière argumentée. Et voici la ligne rouge à ne jamais, jamais franchir pour un employeur. Prendre et communiquer sa décision finale avant la fin de la consultation. Si la direction annonce aux médias « c'est décidé, on licencie » alors que la consultation avec les employés vient à peine de commencer, c'est terminé. Toute la procédure est viciée, elle est considérée comme nulle et ça va coûter très très cher. Justement, parlons-en des conséquences. Que se passe-t-il si un employeur se trompe, ou pire, s'il ignore volontairement les règles? Le coût de l'erreur, il n'est pas seulement en termes d'image ou de climat social, il est aussi et surtout financier. La sanction est assez simple et directe. Si la consultation a été bâclée ou carrément oubliée, chaque employé licencié dans ce cadre peut aller en justice et réclamer une indemnité. Et cette indemnité, elle peut monter jusqu'à 2 mois de salaire. Alors, faites le calcul, multiplié par des dizaines voire des centaines d'employés, la facture peut devenir astronomique pour l'entreprise. Le terme juridique précis pour ça, c'est un licenciement abusif ou Missbräuchlich en allemand. C'est un concept important. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que le licenciement est annulé, la personne ne retrouve pas son poste. Par contre, ça veut dire que la manière de faire a été incorrecte et c'est cette faute de procédure qui est sanctionnée par une pénalité financière. Et ce n'est pas tout. Il y a une autre protection pour les salariés, un délai de blocage de 30 jours. Une fois que l'employeur a fini sa consultation et notifié l'Office cantonal du travail, les licenciements ne peuvent pas prendre effet tout de suite. Il y a cette pause obligatoire de 30 jours. Ça donne un peu de temps aux employés pour se retourner et ça permet aussi au service de l'emploi de se préparer et de se mobiliser. Allez, on arrive à notre dernière partie. Pour les licenciements collectifs les plus importants, la loi suisse ajoute une couche de protection supplémentaire. L'obligation de négocier ce qu'on appelle un plan social. C'est un véritable parachute de sécurité dont le but est d'amortir le choc pour les employés qui perdent leur travail. Mais attention, là encore, ce n'est pas automatique. L'obligation de négocier un plan social, elle ne se déclenche que pour les plus grandes structures. Il faut 2 conditions. Un établissement qui emploie au moins 250 personnes et un projet de licencier au moins 30 d'entre elles. En dessous de ces seuils, un plan social peut bien sûr être négocié, mais la loi ne l'impose pas. Et concrètement, on met quoi dans un plan social? C'est une sorte de boîte à outils pour aider les gens à rebondir. On y trouve bien sûr, souvent, des indemnités de départ, de l'argent. Mais il peut aussi avoir de l'aide à la formation pour changer de métier, un soutien actif pour retrouver un travail, des options de retraite anticipée pour les plus âgés, ou encore des aides spécifiques pour les situations personnelles très difficiles. L'idée, c'est vraiment de ne laisser personne seul face à la situation. D'accord, mais et si ça coince? Si l'employeur et les représentants des employés n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le contenu de ce plan social, eh bien, la loi a prévu une solution de secours. Un tribunal arbitral peut être nommé. Et ce tribunal, il va analyser la situation et imposer un plan social qui sera obligatoire pour tout le monde. C'est une garantie, au final, pour qu'il y ait bien un filet de sécurité. Au bout du compte, on voit bien qu'on a un système très structuré, très encadré, avec plein de garde-fous. La question qui reste, et elle est essentielle, c'est est-ce que ce cadre juridique trouve le juste équilibre? Est-ce qu'il est assez souple pour les entreprises, qui doivent s'adapter à un monde qui bouge très vite, ou au contraire, est-ce qu'il est juste le strict minimum pour protéger les salariés face à des décisions qui peuvent bouleverser leur vie? Ce débat, en fait, il est au cœur du modèle social suisse.